Hello la team rentable et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, finance et investissement mais pas chiant. On va parler comme on l'a promis hier, bravo et merci pour vos likes rentables. On va parler aujourd'hui des métavers et des NFT et j'ai même décidé d'aller encore plus loin. J'ai décidé de faire deux vidéos. La première aujourd'hui axée sur les métavers, la deuxième qui viendra ensuite axée uniquement sur les NFT parce qu'il y a tellement de choses à dire que je veux pas que cette vidéo dure encore une heure et demie ou 2 heures. Et je veux pouvoir aller droit au but avec toi et avoir le temps de partager ce que j'ai à te partager. Donc aujourd'hui, résumé, axé, focusé sur les métavers et ma mission aujourd'hui, c'est te donner un framework voilà, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je pense que c'est intéressant? Est-ce que j'investis? Comment? Pourquoi? Quels sont les niveaux de risque? Est-ce que c'est plus ou moins risqué d'investir dans les métavers? Est-ce que c'est trop tôt, trop tard? Quels sont les moyens d'investir? Et puis je t'ai fait un petit classement. Je t'ai ranké ça du plus spéculatif et du plus dangereux et du plus volatile au plus sûr entre guillemets, même si tu sais que dans le domaine de l'investissement et surtout les investissements dont on va parler aujourd'hui, il n'y a rien de sûr. Et d'ailleurs aujourd'hui on va parler comme d'habitude, je vais te donner ma vision sur le marché. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, je ne prodigue pas de conseils d'investissement, simplement des analyses et de la formation. Petit disclaimer, on pète la gueule du pouce, on est parti. Alors, la définition déjà, parlons de la... Moi j'aime bien quand les choses sont précises, parlons de la définition, s'il te plaît, du métavers, parce que on a vu des dizaines de trucs là. Dans Decentraland, on a vendu pour 2,43 millions de dollars un terrain. Un terrain virtuel. On a Facebook qui nous annonce qu'il change de nom et puis qu'il va embaucher 10 000 personnes pour travailler sur les métavers. Dans Axie Infinity, pareil, on a vendu record de vente à un terrain virtuel 2,4 millions de dollars. On a des articles un peu partout qui nous disent qu'il y a des gens qui travaillent dans le monde entier, notamment dans les pays où c'est peut-être un petit peu plus compliqué, les pays un petit peu plus pauvres, et qui du coup, vu qu'ils ne trouvent pas de travail dans leur pays ou du travail pas bien payé, dans les métavers, grâce à la blockchain, grâce à différents jeux dont on va parler, ils arrivent à se faire un salaire. Là, on parle quand même de 2000 dollars par mois, par exemple, pour ce sympathique Philippin qui a été interviewé ici. Alors, on va y aller par étapes. Définition, qu'est-ce qu'un métavers? Parce que, est-ce que c'est lié à la blockchain? Est-ce que c'est lié au NFT? D'où ça vient? Pourquoi? Comment? Wikipédia nous informe de cette définition qui est la même un petit peu partout. Un métavers, donc en français, de l'anglais metaverse, c'est-à-dire un méta-univers, c'est un monde virtuel fictif. Le terme est régulièrement utilisé pour décrire une future version d'Internet où des espaces virtuels persistants et partagés sont accessibles via interaction 3D. Donc on est en train de t'expliquer en gros qu'on est en train de faire Ready Player One. Si t'as pas vu le film, mate-le parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire en gros, tu fous ton casque de réalité virtuelle et puis t'es dans un univers virtuel. C'est ça, un métavers. D'ailleurs, un métavers, le métavers, les métavers, c'est ce qu'on va voir, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est, comme dans plein de films, et notamment celui dont on parle, Ready Player One, dans un métavers qui est le seul, l'unique, qui appartiendrait peut-être à une entité, ou à un État, ou à des entreprises, ou à une entreprise. Comme on pourrait penser par exemple dans le futur avec Meta, l'ancien Facebook, je te rappelle que Facebook maintenant s'appelle Meta, c'est un peu mental, ou un Amazon ou un Apple qui aurait un métavers tellement gros que tout le monde est à l'intérieur, et voilà. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle plutôt des métavers. Plein de gens essaient de lancer. Tu vas voir plein d'univers virtuels différents, que ça soit sous forme de jeu, que ça soit sous forme d'univers virtuel dédié à plein d'autres choses, à des choses de la vie réelle, de la vie normale, ou des interactions sociales, ou un petit peu des deux. Et tout le monde y va de sa petite expérience. Mais finalement, quand on remonte un petit peu dans le temps, on se rend compte que, et on va retourner sur cet article Wikipédia qui nous explique un peu l'historique, et on se rend compte qu'en fait, ça a été créé il y a très longtemps. C'est-à-dire qu'en 1985, il y a déjà des jeux, notamment Habitat, pour ceux qui se rappellent, LucasArts, qui nous lance des métavers en fait. Les MMORPG, on a tous joué à ça, et peut-être certains d'entre vous, ou nous d'ailleurs, y jouent encore.
c'est ni plus ni moins qu'un métavers, hein, un MMORPG. À partir du moment où tu es dans un monde virtuel et puis tu défonces des orques et des gobelins et puis tu y passes parfois plus de temps que dans ta vraie vie, tu es dans un métavers. On a eu plein de choses qui se sont passées. Second Life qui a été assez connu à l'époque, il y a eu pas mal de battage médiatique. Et Google Earth. Alors bizarrement, oui, parce que Google Earth, on peut se promener finalement sur la map, etc. Et c'est une forme de métavers. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un métavers magique, Internet 3.0, 4.0, 5.0, où tout le monde peut faire des choses, mais il y a une multitude d'acteurs qui depuis des années, 20, 30 ans, mettent en place des métavers, mettent en place des expériences et font en sorte de connecter les choses et de faire venir des gens à l'intérieur. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une hype absolument folle? 2 facteurs. Le premier, les cryptos. Les cryptos, l'écosystème blockchain au sens large et le dernier petit frère, le dernier de la famille, le dernier petit Jean-Kévin de la famille, les NFT. C'est-à-dire que grâce aux cryptos, on a pu sécuriser cryptographiquement, et tu connais comment ça fonctionne, on ne refait pas l'histoire des cryptos, tout le monde a compris, et blockchainiser tout ça. Et en plus, grâce aux NFT, on a pu inclure la rareté au milieu de tout ça, avec des copies numériques uniques, les jetons non fongibles, etc. Donc, le côté blockchain, paiement en ligne, 2.0, plus sécurité, plus le côté NFT, rareté, plus sécurité, plus authenticité, etc. Tout ça mélangé, plugué au métavers qui existe déjà depuis belle lurette, on met un shaker et ça fait remonter un petit peu tout ça à la surface et on en reparle. Et on en reparle à tel point que Facebook a changé de nom et s'appelle, voilà le communiqué officiel sur le site de l'ancien Facebook, de Meta maintenant. Et Facebook t'annonce qu'ils vont aller à fond et que c'est la révolution, etc., etc. Ça, c'était le 28 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'un concept qui a 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tous ces facteurs dont on parle, que je t'ai parlé en petit 1, la blockchain, la NFT. Et le facteur 2, c'est celui-là. C'est une entreprise immense, une des plus grandes entreprises du monde, qui a fait un battage médiatique pas possible. Et d'ailleurs, on s'en rend compte quand on va sur Google Trends. Voilà le terme de recherche métavers, en anglais metaverse, dans le monde entier sur les 5 dernières années. Il ne se passe rien. Ici, c'est l'annonce de Facebook. Je vais zoomer un petit peu. Tu vas voir que, on va se mettre sur les 12 derniers mois. La semaine d'avant l'annonce de Facebook, j'imagine qu'il y a eu quelques fuites ici. Ça a commencé à grimper. Et ici, la semaine qui inclut le 28, voilà, du 24 au 30, on a eu le pic historique de recherche sur Google qui indique forcément l'intérêt, l'appétit des gens, de la presse, etc. pour le phénomène. Donc, on a remis au goût du jour, via une boîte qui a communiqué, des métavers. Mais ça n'a pas été un on-off. Ça n'a pas été, on a fait des trucs il y a 20 ans, puis il y a 10 ans, puis il y a 15 ans, puis ça s'est arrêté, puis c'est reparti, Facebook est un pionnier. Pas du tout. Parce que tu vas voir qu'il y a plein d'écosystèmes dont on va parler dans cette vidéo, que ça soit Axie Infinity, Decentraland, etc., qui n'ont pas attendu Facebook et qui mettent en place des choses. Mais le gros battage médiatique, et notamment, tu vas voir les actifs qui se sont mis bien vertical, et le fait qu'on fasse cette vidéo aujourd'hui, c'est finalement lié à Facebook qui a mis un énorme coup de projecteur sur le métavers depuis quelques temps. Et puis en plus, on a toute la presse qui est rentrée avec les mecs qui comprennent rien, les boomers qui écrivent des articles, et qui fait que voilà, ils ont le métavers, le truc, ça va être... ils se sont crus dans un film. Alors que aujourd'hui, je ne sais pas si tu allais te promener dans les jeux là, et les métavers dont on va parler aujourd'hui. On va pas prendre le temps d'y aller. On fera ça peut-être en live sur Twitch d'ailleurs. Tiens, je te mets le lien de ma chaîne Twitch. Pour l'instant, il n'y a rien, mais j'ai décidé d'ouvrir un truc et de faire des expériences. Donc peut-être qu'on s'y retrouvera. On prendra peut-être le temps d'y aller. Moi, je l'ai fait de mon côté. C'est pas encore foufou. Voilà. Mais ce qu'on nous dit, et ça se comprend très bien quand on met un peu de vision là-dedans, on nous dit que demain, on pourra recréer tout ce qui est possible dans le vrai monde dans un ou plusieurs métavers. C'est-à-dire qu'on pourra travailler, on pourra vendre des choses, on pourra monter des entreprises, on pourra faire de l'immobilier, on pourra louer des terrains, monter des fonds de commerce, toucher des loyers, etc., etc. Et d'ailleurs, ça commence à être mis en place petit à petit. On l'a vu, il y a des gens qui commencent à gagner de l'argent en farmant des objets rares, en les revendant, en faisant monter en compétence des personnages. On va le voir un petit peu plus dans le détail. Donc ça commence, ça balbutie. Mais entre dire... Demain, on fera tout ce qu'on fait dans la vie normale
et ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même un immense fossé encore. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'opportunité, mais il faut comprendre, il faut quand même prendre une photo de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux apprendre le piano dans le métavers? Non. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire une consultation médicale dans le métavers? Non. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux monter une entreprise dans un métavers? Une entreprise, je parle bien carré, propre, avec un système de déclaration d'impôts, de clients, machin, de... Non. Donc, c'est ce vers quoi on tend. C'est relativement probable quand on écoute les spécialistes, et notamment ceux qui mettent énormément d'argent là-dedans, et puis je te dis que quand Facebook, Meta, décide d'embaucher 10 000 personnes, de changer de nom, d'envoyer des milliards dans le bordel, ils ont tout un tas d'analystes super cortiqués qui ont analysé tout ça, mais on en est aujourd'hui très loin. Pour preuve, on va aller faire un petit tour, peut-être sur les plus gros, déjà qu'on finisse notre tour d'horizon là. Les plus gros, Decentraland. Alors Decentraland, voilà, ça ressemble, c'est censé être un métavers où bon, à l'intérieur tu peux faire un petit peu de tout. Demain tu pourras t'amuser, tu as des petits avatars, etc. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Sauf que voilà, c'est NFTisé, c'est blockchainisé, donc oui, tu peux acheter des tenues qui vont être uniques, donc oui, forcément, il y a de la spéculation qui rentre en jeu, donc oui, forcément, il y a de la revente, etc., etc. Tu peux acheter des terrains. Demain, tu pourras sûrement les louer. Donc, voilà. Par contre, il y a évidemment une crypto qui est rattachée à ça, qui s'appelle le Mana, que tu dois connaître, qui a quand même fait pas mal parler sur le bull run en cours ou le précédent bull run, je ne sais plus comment on l'appelle ce bull run, puisque elle a pas mal explosé, tu vois, on a la courbe ici sur CoinMarketCap. Donc, ok, on va en reparler après des cryptos qui sont attachés au projet. Mais quand on regarde les chiffres de Decentraland, et qu'on regarde notamment le nombre d'utilisateurs, donc là c'est les données les plus récentes que j'ai trouvées. Alors il n'y a pas de données officielles, on est un peu à l'arrache, c'est encore la blockchain, etc. Donc c'est les déclarations des développeurs, donc c'est peut-être un peu gonflé. Mais bon, bref, on a quand même des ordres de grandeur. On se rend compte qu'on aurait 300 000 utilisateurs actifs par mois, et à peu près 20 000, un peu moins de 20 000 en journalier. Et un maximum de connectés simultanés à 2500. Alors moi je suis allé me promener dans Decentraland, pas plus tard que ce matin, et on était 60, et c'était pas foufou, et pour trouver du monde, il fallait se téléporter là où il y avait du monde, parce qu'en vrai il n'y avait vraiment pas grand monde. Donc voilà, on y revient. Continuons notre tour d'horizon. On a également The Sandbox. The Sandbox qui est le deuxième plus connu, qui est globalement la même proposition de valeur, c'est-à-dire tu peux acheter des terrains, puis tu peux acheter des NFT, et puis tu vas pouvoir revendre, etc., te rencontrer à l'intérieur, et puis peut-être demain monter des business, apprendre des choses aux gens, etc., etc. Après, les seules limites à tout ça, c'est finalement l'imagination, ce que tu peux faire à l'intérieur d'un métavers. C'est un peu limité par ton imagination. Alors, on a aussi la crypto qui est rattachée, qui est le Sand, qui a connu le même genre de courbe que le Mana qu'on a vu juste avant. Et The Sandbox, le truc, c'est que on est encore en alpha. On n'est même pas en bêta, on est en alpha version, donc on arrive sur la deuxième alpha. Donc, en termes de nombre d'utilisateurs, on parle d'un truc ridicule, à peu près 200-300 personnes qui sont en alpha. Donc, tu peux trouver les vidéos sur YouTube des développeurs, etc., ou des mecs, des journalistes, des blogueurs qui ont accès à l'alpha. Bon voilà, ça ressemble vachement à un jeu vidéo, tu peux te promener à l'intérieur, c'est un petit peu un espèce de Minecraft, un petit peu plus élaboré pour l'instant de ce qu'on en voit. Donc il y a une proposition de valeur qui est présente, qui arrive, mais qui est quand même pas mal basée sur le futur. Il n'y a encore pas trop grand chose de concret. Par contre, le suivant, qui est Axie Infinity, là pour le coup, on a beaucoup plus de concret. Alors là, c'est pas la même proposition de valeur. On n'est pas du tout sur un métavers où tu vas t'amuser à l'intérieur, rencontrer du monde et parler avec des gens. On est globalement sur un jeu qui ressemble à Pokémon, où tu vas élever des petits Axies comme ça, et puis ils vont pouvoir se battre, et puis tu les fais monter en compétences, tu leur achètes des trucs, etc., etc. Et le but, c'est de devenir le meilleur. Donc c'est un espèce de Pokémon qui a été mis à jour, blockchainisé, NFTisé. Il y a aussi une crypto qui est rattachée, qui est le AXS, le Axie Infinity, qui connaît toujours le même genre de courbe de bull run à laquelle on est habitué. Et pour le coup, au niveau des utilisateurs actifs, là ça rigole plus du tout, parce que Axie Infinity, il y a du monde, c'est beaucoup plus évolué, c'est beaucoup plus chiadé, et étant donné que tu as une proposition de valeur et une promesse d'un jeu qui ressemble à Pokémon, qui est quand même un hit depuis toujours, donc le système fonctionne, mais il y a beaucoup plus de gens.
Et en termes de résultats, bah, ça se voit fort, puisqu'on parle de 2 millions de personnes en ce moment, plus de 2 millions de personnes connectées chaque jour. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a un an de ça, on était, si je reprends les chiffres de fin d'année dernière, on était qu'à 510 000. Et encore un an avant, bah, c'était le tout début, on était à 10 000, 15 000 personnes connectées. Donc il y a une très grosse traction sur ce jeu-là, sur ce métaverse-là, puisqu'il rentre quand même dans la catégorie des métavers, même si c'est une sous-catégorie finalement jeu dans le métavers. Alors pourquoi il y a plus de traction ? Bah, sûrement parce que les gens ont envie de jouer, parce que ça touche peut-être plus les gamers, parce que ça touche peut-être plus une population jeune, parce que finalement c'est le même principe que Pokémon, sauf qu'en plus tu peux gagner des trucs, parce que tu peux farmer des trucs, parce que tu peux, quand tu tues quelqu'un, tu gagnes des points, etc. Tu peux les changer en crypto, tu peux revendre des machins en NFT, etc. Tout ça est intercompatible, et résultat tu peux avoir du vrai argent dans la vraie vie. Et ça, on rentre dans un concept qui est un concept clé des métavers, qui est le play to earn. Donc jouer pour gagner. Et c'est là qu'on ressort les articles qu'on a vus en début de vidéo sur le Philippin qui gagne 2000 $ par mois, etc. Et plein d'autres mecs qui gagnent beaucoup plus. Même des mecs qui font travailler des mecs pour eux. C'est-à-dire qu'on a, en effet, là, tu vois, on commence à rentrer un petit peu plus dans la vision du métavers. C'est-à-dire qu'on a des mini-chefs d'entreprise aujourd'hui qui font bosser des mecs, qui vont farmer pour eux, qui vont bosser pour eux, qui vont entraîner les machins pour eux, qui vont camper pour eux, et ils les rémunèrent en crypto, et puis bah, les autres, il faut monter les personnages en compétences, etc. Donc le compte monte en valeur, enfin bref, t'as un chef d'entreprise. Alors, oui et non, hein, puisque ça balbutie, puisque c'est encore le Far West, parce que le mec, tu le connais pas en vrai, il peut se casser avec la caisse, enfin on a tous les problèmes habituels de la blockchain, et des problèmes de hack, ou des problèmes de vol en tout cas, mais c'est en train de se mettre en place. On finit notre tour d'horizon, je vais t'en parler d'un dernier qui s'appelle Roblox, qui finalement paraîtrait ne pas être un métavers, parce que là on est vraiment sur un jeu qui n'a pas du tout été au début pensé comme un métavers. Enfin, la proposition ici, l'USP, la proposition de valeur, c'est quoi ? C'est de dire, ok, Roblox c'est une plateforme qui existe depuis longtemps, hein. Pour le coup ça a été lancé en 2006, je crois, de mémoire. Donc à l'époque c'était pas du tout hype de parler de métavers, etc. Enfin ça ne l'était plus, puisqu'on était dans le creux de la vague. La proposition ici, c'est quoi ? C'est de dire, ok, tu vas pouvoir coder des jeux, coder des petites applications, coder des trucs marrants, coder des trucs utiles, peu importe. Tu vas pouvoir coder avec un langage qui est très simple, sans être codeur. À tel point qu'il y a des enfants mineurs qui, aujourd'hui, ont des applications sur Roblox, des jeux sur Roblox, qui gagnent pas mal d'argent, et plus que des salaires même, puisque tout ça a été amplifié, bien sûr, par la bulle dont on est en train de parler en ce moment, des métavers, et donc tout ça est en train de monter en puissance encore plus. Mais Roblox, au début, c'est ça. Et c'est en train de surfer sur la vague, tout simplement, et c'est une boîte. On va voir, on va en reparler, tu peux investir dedans directement, et voilà. Donc, le public est beaucoup plus jeune ici, ça s'adresse à des gens peut-être beaucoup plus jeunes, il y a beaucoup de mineurs, c'est plein de petits jeux un petit peu sympas, rigolos, et par contre l'offre est immense, tu vois, là je suis en train de me promener, chaque lapti carré c'est à chaque fois une petite application à un jeu. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, et si je clique, les catégories sont infinies à chaque fois. Donc voilà, ça vaut le coup, peut-être qu'on ira s'y promener également, mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc ça, c'est les principaux. On voit que parfois, il y a des cryptos qui sont attachés, parfois c'est des entreprises dans la vraie vie, parfois c'est rattaché à une blockchain, on met souvent des NFT au milieu pour sécuriser tout ça. Maintenant, si on devait faire un classement de comment s'exposer, parce que c'est ça qu'on veut, on est des investisseurs intelligents, on est en mode rentable. On ne veut pas faire un gros all-in bête sur un terrain ou sur une crypto ou sur une entreprise, sur une action, peu importe. On veut être intelligent. Donc on utilise les bons termes. Les bons termes ici, et c'est qu'on veut s'exposer à cet univers-là. Parce que, enfin, on veut ou on veut pas, hein, tu feras ta propre vision. Mais globalement, le narratif, c'est qu'on dit, ok, il y a une grosse hype autour des métavers. Tout le monde tire la couette, Facebook en parle, maintenant il y a des gros comme Amazon qui en parlent, Facebook change de nom carrément, on a Microsoft, on a Nvidia, etc., on va en parler après. Donc on a envie de s'exposer peut-être pour prendre une petite part du gâteau, mais on n'a pas non plus envie de faire des all-in, de prendre trop de risques. Donc je vais te ranker par ordre de risque, ce qui pour moi, et on va partir du plus risqué jusqu'au moins risqué, ou peut-être... toujours les deux faces d'une même pièce, risque, rendement, volatilité, mettre tout ça en balance. Alors pour moi, déjà ce qui est hors catégorie, que je refuse de faire, c'est de passer en mode
play to earner. Pour le coup, c'est faire du play to earn moi-même, c'est-à-dire jouer pour gagner, parce que je suis là pour être un investisseur, je suis pas là pour être à l'usine, donc je suis pas là pour faire un boulot finalement derrière un écran toute la journée, toute la semaine, tout le mois, même si apparemment quand t'es pas mal, il y a des gens qui arrivent à faire de l'argent, mais c'est toujours pareil. Les articles nous parlent du mec qui fait de l'argent parce que c'est un gros geek, ou parce qu'il y passe ses nuits, ou parce qu'il a bien organisé le truc, ou parce qu'il est là depuis le début, ou parce qu'il a eu de la chance, ou parce qu'il a une équipe. Bref, il y a plein de parce que, mais ça, les articles nous le grattent pas. C'est pas 100% des gens qui jouent à des play to earn qui font beaucoup d'argent. La plupart font quelques centimes. Quoi qu'il en soit, ça m'intéresse pas, même en mode passer en mode chef d'entreprise, mettre en place une organisation, embaucher des Philippins, etc. pour farmer. C'est pas vraiment pas du tout mon délire, et c'est pas du tout mon esprit investisseur. Donc ça, pour moi, c'est hors catégorie, on n'en parle même pas. Mais c'est quelque chose qui est possible, il faut le savoir. Commençons maintenant par le plus risqué. On part des plus risqués et on descend vers les moins risqués et les moins spéculatifs. Le plus risqué, c'est d'investir directement in-game. Prendre un de ces métavers, in-game ou in-metaverse, suivant si c'est un jeu, si c'est pas un jeu, t'as compris les petites différences. Investir directement. Acheter un terrain, acheter un bâtiment, acheter des items, acheter des NFT, le chapeau à cornes magique, plus 12, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, il y a une grosse hype, on l'a vu partout dans les journaux, je te remonte pas le Google Trends, quand je vois un Google Trends comme ça, je sais que je suis en retard. C'est-à-dire que oui, s'y mettre quelque part par là, dans les premiers pics, s'y mettre peut-être quelque part par là au tout début en étant méga réactif, pourquoi pas, en attendant que le Nouvel Obs, le Figaro, le Monde et tous les journaux du monde fassent leur petit article, mais s'y mettre quelque part par là, pour moi, amuse-toi, moi j'ai fait ma petite analyse. Avant cette vidéo, je suis allé sur tous les shops là, et tous les divers exchanges de toutes ces grosses plateformes. Les prix ont explosé, mais quand je te dis explosé, sur Decentraland, tu as des terrains à 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 1 million d'euros. Sur The Sandbox, qui est encore en alpha, tu as des prix qui sont aussi débiles. Sur Axie Infinity, on l'a vu, je t'en parle pas, le nombre de players qu'il y a là-dessus, on est stratosphérique, quoi. C'est-à-dire que ça devient... tiens, regarde, il y a des stats ici, là. 820 000, le Pokémon, parce qu'on va les appeler comme ce que c'est en vrai, le Pokémon, là, le petit Axie le plus cher, vendu 820 000 $. Donc pour moi, là, on est en plus haute bulle, vraiment gonflé au max. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller plus haut, ça peut très bien aller plus haut, ça peut tout à fait monter aux étoiles. On dit souvent que le marché peut être débile plus longtemps que tu peux rester solvable, mais ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça trop bullesque, je trouve ça trop risqué, je trouve ça pas assez rentable, beaucoup trop spéculatif, et puis on ne sait pas ce qui peut se passer demain, il peut y avoir un hack, il peut y avoir une plateforme concurrente qui peut sortir. Donc voilà, ça me fait peur, et pareil, si je veux, ce serait comme d'investir sur une nouvelle classe d'actifs. On parle souvent des cartes Pokémon par exemple. Les cartes Pokémon, pourquoi pas ? Mais c'est pareil, si je veux être bon sur une nouvelle classe d'actifs, prenons par exemple les cartes Pokémon, ou prenons par exemple ce dont on est en train de parler là, d'aller acheter des items, du terrain, machin dans les métavers, il faut que je reparte de zéro, que je réapprenne tout, que j'y passe des dizaines, des vingtaines, une cent peut-être, allez, je sais pas, pour devenir quand même, pour y voir bien clair, je pense une bonne centaine d'heures de recherche. Est-ce que finalement le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que l'opportunity cost est présent ? Pas pour moi en tout cas, je trouve ça trop risqué, trop compliqué. Level 2. On a vu le plus risqué, le plus compliqué pour moi en tout cas, tu pourras me dire dans les commentaires si tu es d'accord avec mon classement. Level 2 qui pour moi est un peu moins risqué, un peu moins spéculatif, mais ça reste quand même pas mal sur l'échelle de la team, pas très rentable. Taper dans les métavers plus jeunes, parce que là on a parlé des plus gros, mais tous les 4 matins, quand il y a de la hype, il y en a un nouveau qui s'ouvre et c'est à chaque fois révolutionnaire, et là on va faire des robots, et puis par-ci on va faire des petits machins qui se montent dessus, puis par là on va construire des pyramides, etc. Après ça part en live complet. Donc, ok, allons jeter un œil aux plus, peut-être les plus nouveaux, ceux qui ne sont pas encore trop sortis. On a ici Triverse, voilà, qui va être nouveau, qui est pas encore sorti, qui est encore en développement, mais tu peux
puisque maintenant les gens se financent à base d'ICO, donc tu peux commencer déjà à acheter des tokens, des machins, des NFT, etc. pour aider au financement, avoir des prix préférentiels, et tu connais l'histoire après, si tout se passe bien, ça monte, si tout se passe bien. Donc on a Triverse, on a ici Somnium Space, pareil, qui est relativement nouveau, moins développé, qui est suivi par de grosses boîtes et qui veut se différencier en mettant à fond le côté, un peu comme Meta d'ailleurs, le côté VR. Parce que ce qu'on n'a pas dit juste avant, c'est qu'il y a des métavers qui sont accessibles qu'en VR, d'autres pas encore en VR mais demain plus tard, d'autres qui font les deux. Il y a une plateforme web et tu peux aller te promener sur ton ordi, mais peut-être en VR c'est mieux, ou en VR c'est encore en alpha, ça viendra plus tard. Enfin, on est encore entre deux, mais on est très très loin de je mets mes lunettes et c'est la fête du slide. Donc on a celui-ci, bon voilà, qui est relativement nouveau, donc pareil, qui est peut-être un petit peu moins bullesque. On a Mirandus, pareil, qui est dans la mouvance un petit peu heroic fantasy, avec des elfes, des orques, etc., qui ressemble beaucoup au MMORPG, où on a peut-être déjà tous joué à l'époque, où tu pourras, pareil, avoir des maisons, des arcs, des épées, des boucliers, etc., etc. On a aussi Crypto Voxel, alors qui est peut-être un des plus prometteurs pour moi comme ça, mais alors sans avoir creusé des heures et des heures sur les petits nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de Chinois. Et quand on regarde, tiens, si on retourne sur le Google Trends que je t'ai affiché tout à l'heure, eh bien on voit que les pays les plus intéressés par ces problématiques-là, tiens, je vais repasser à 5 ans, eh bien on a la Chine qui est extrêmement représentée, puis après la Turquie, et puis Singapour, Chypre, Hong Kong, et puis après, bon, tu as le reste du classement, tu pourras t'amuser à aller jeter un œil. Mais les Chinois sont très surreprésentés sur le métaverse, et on comprend très bien que ça puisse les intéresser, vu la culture, vu ce qui se passe, vu leur côté tech, etc., etc. Et celui-là, Crypto Voxel, il a l'air pas mal fréquenté par des Chinois, donc peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire de ce côté-là. Donc voilà pour les petits. Donc pareil, d'aller investir sur les petits, d'aller acheter du terrain sur les petits, d'aller acheter des items, etc., des NFT à l'intérieur. Forcément moins spéculatif que les gros qui ont déjà fait x10, x100, x1000, x10 000, x1 million, mais toujours très très spéculatif, parce que est-ce qu'on est en haut d'une bulle et ça va se calmer? Est-ce qu'on est que au début? Est-ce que à chaque fois que quelqu'un va décider de dire je sors un métaverse avec des chevaliers qui vont pourfendre des dragons, ça va monter jusqu'aux étoiles? Pour moi, ça reste quand même très risqué dans l'échelle du risque. 3. Un peu moins de risque. Un peu peut-être un petit peu plus... Bon, tu vas voir que c'est pas encore ce qu'on peut appeler pas risqué. Investir dans les cryptos qui sont sous-jacentes à tous ces métaverses qu'on vient de voir juste avant, puisqu'on l'a dit, la plupart sont backés par des cryptos. Ici, je t'ai affiché les principaux, c'est-à-dire qu'on a Decentraland en bleu, donc le Mana, on a le Sand en jaune, enfin en espèce d'orange là, et le Axie le AXS de Axie Infinity en rouge. Alors pourquoi j'ai voulu superposer ces courbes? Pour qu'on se rende quand même bien compte que déjà elles suivent le marché crypto général, elles suivent globalement la même mouvance, elles sont quand même pas mal corrélées entre elles. Et il n'y a pas de miracle, quoi. Je veux dire, quand on est en boule et que oui, c'est la fête, ça monte, et puis quand en ce moment le marché il est un petit peu plus compliqué, tu vois, ça suit le même downtrend, il n'y a pas de miracle, ça monte pas aux étoiles, c'est pas complètement décorrélé du Bitcoin, c'est pas complètement décorrélé du market cap total des cryptos. Ça reste des cryptos. Donc ça reste, tu connais tous les attributs des cryptos. Ici, là, j'ai mis la petite ligne pointillée qui est le jour de l'annonce. T'as vu, c'est marrant, hein. Alors pas pour Axie qui avait pris de l'avance, puisque on l'a vu, beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus répandus déjà et beaucoup plus utilisés. Mais tu as vu pour les deux autres, boum, le jour, pile poil de l'annonce de Facebook, boum, Moon. Et puis Moon, et puis Moon. Et puis en plus, on était à un moment dans les cryptos qui était peut-être un petit peu moins compliqué qu'en ce moment. Je vais rajouter une courbe de plus, qui est celle-ci. Alors, c'est super rigolo parce que tu vas me dire, tiens, la courbe verte là qui vient de s'afficher, oui, c'est une autre crypto, elle fait pile poil, elle est quand même pas mal corrélée à ce qu'on voit, elle a le même genre de comportement, quand il y a l'annonce de Facebook elle explose, et puis avant elle est un peu molle, même si elle est peut-être un petit peu plus volatile. Sauf que ce que je viens de t'afficher là, attends, je vais faire un peu de place pour qu'on voit, on la voit mieux, la verte, c'est pas du tout une crypto, c'est une action.
c'est Roblox. Pourquoi ? Parce que Roblox, le métavers dont on a parlé juste avant, qui permet de coder, qui permet de toucher de l'argent, parce que quand il y a des gens qui viennent jouer à nos jeux, on touche de l'argent, puis on peut leur vendre des trucs à l'intérieur, et puis même un enfant peut apprendre à coder très vite, etc. Ça, c'est une entreprise cotée, et elle est cotée, et tu peux l'acheter. Mais tu as vu, son comportement, je la classe presque dans les cryptos, parce qu'elle suit le marché des cryptos. Et elle a suivi l'élan, la bulle. Alors, est-ce que la bulle est en haut, la bulle est pas en haut, l'avenir nous le dira. Mais elle a suivi en tout cas le battage médiatique qui s'est passé autour des cryptos qui nous intéressent et autour du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'est quand même vachement rigolo. Et souvent on me dit « Ah mais les actions c'est nul par rapport aux cryptos, les actions ça bouge pas, etc. » Voilà encore une preuve supplémentaire que non, pas du tout. C'est juste une autre classe d'actifs et elle est à traiter autrement, mais en tout cas elle est tout aussi intéressante, elle peut se révéler tout aussi intéressante. Donc ça, c'était le niveau, on va dire, qui commence à être, pour moi c'est là que ça commence. C'est-à-dire tout ce qu'on a vu avant ne m'intéresse pas. Je ne pense pas acheter du terrain, je ne pense pas investir, je ne pense pas acheter des NFT là, maintenant, tout de suite. Ça peut changer, bien sûr, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, suivant l'état du marché. Mais là, dans l'état du marché, aujourd'hui, maintenant, 11 janvier 2022, les premières solutions qu'on a vues, c'est-à-dire farmer, faire le geek, non. Monter une équipe non plus. Investir directement dans les plus gros sur place dans le métavers, non. Dans les un petit peu plus petits, toujours pas. Arriver aux cryptos, arriver là où on est maintenant, pourquoi pas ? Commencer à rentrer, faire des allocations, voir ce qui se passe, etc. Inclure ça dans les portefeuilles, pourquoi pas ? Par contre, attention, quand on parle de crypto, et quand on parle d'action, on va en parler juste après, il y a un timing. C'est-à-dire que investir, prendre la décision d'investir et appuyer sur le bouton, c'est pas la même chose. Je prends la décision d'investir, je prends la décision de m'exposer. C'est pas pour ça que j'appuie sur le bouton là aujourd'hui dès que j'ai pris la décision, parce que peut-être que la configuration technique, graphique, macro, micro, enfin bref, toute la couleur qu'on peut mettre autour d'une analyse, peut-être qu'elle me va pas. Et moi, c'est typiquement mon cas, c'est-à-dire que là, la configuration, non, elle me va pas. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer là maintenant tout de suite. On est en train de baissier, je vais voir ce qui se passe, je vais voir où est le bottom. Surtout qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a, je te réaffiche tout, je t'enlève juste, je remets que les cryptos, voilà, j'enlève les actions. On a quand même, tu vois, peut-être certaines qui se comportent en leader par rapport à d'autres. Je vois que le Axie, il a été beaucoup plus adopté, il a décollé beaucoup plus vite bien avant les annonces de Facebook, il a commencé à descendre plus tôt et il est plus redescendu. Donc est-ce que ça ne serait pas un espèce de leading indicator pour cette partie-là, cette sous-partie des cryptos, en fait le compartiment métavers finalement. Alors attention, corrélation ne veut pas dire causalité, on va voir, on va suivre, mais voilà, j'ai déjà un petit biais de me dire ok, celle-là je vais peut-être la surveiller un peu plus pour voir ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle nous pose un bottom? Est-ce qu'elle rebondit? Est-ce qu'elle continue à dégueuler? Qu'est-ce qui se passe? La hype est finie, la hype n'est pas finie. Okay, donc n'oublions pas, s'il vous plaît, quand on prend une décision d'investissement, de penser timing. Et d'ailleurs, on passe à la catégorie d'après, qui est tout ce que je viens de dire est également vrai au niveau du timing. Dernière catégorie, la catégorie qui pour moi est la moins spéculative, la moins risquée, tout en restant risquée et spéculative, puisqu'on parle toujours de risk-on. Mais voilà, je suis beaucoup plus confortable et je suis même limite... Si tu me disais, il faut rentrer maintenant sans timing, je serais même peut-être limite, ok, j'aurais pas trop peur. Cette dernière catégorie, c'est d'investir tout simplement sur des entreprises qui elles-mêmes s'investissent fort dans les métavers. Donc en gros, je te prends l'exemple le plus simple, le plus obvious, c'est d'investir sur Facebook, Meta maintenant. Facebook, enfin Meta, j'y arriverai jamais, est une entreprise cotée, elle est en bourse, il y a des actions, je peux les acheter, je peux être actionnaire, tout simplement. Donc, si je m'expose à Facebook, Meta, je suis donc actionnaire de l'entreprise qui investit massivement dans le métavers, donc qui va en tirer les fruits si fruits il y a, et donc étant donné que je suis investisseur, je détiens une part de l'entreprise et surtout une part des bénéfices et de l'évolution du stock, quand je le vends, je me fais une plus-value ou je touche des dividendes ou les deux, enfin bref, je m'expose tout simplement au secteur par l'intermédiaire, par le truchement d'une entreprise. Donc Facebook, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, Microsoft. Tu as vu que je commence par des mastodontes. C'est-à-dire, toi, les premiers, je te casse le suspense, ça va être Facebook, Microsoft, Nvidia, Amazon. Pourquoi ? Parce que
c'est les boîtes qui sont exposées au métavers, qui disent vouloir le faire, et qui le font, mais qui sont aussi diversifiées, qui sont des mastodontes. C'est-à-dire que même si je me plante, en achetant ces actions-là, je m'expose d'un côté, mais peut-être un petit peu plus faible, hein, tout est une question d'allocation, mais je ne me pète pas non plus la gueule si demain tout s'arrête, que les métavers on n'en entend plus parler, que c'est fini de se faire se battre des Pokémon, et qu'en vrai on revient un petit peu dans le monde réel, et puis on en reparlera dans 5 ans, dans 10 ans, parce que peut-être que la technologie va évoluer. On va en parler juste après de la technologie au milieu de tout ça. Quoi qu'il en soit, Meta, ok. Microsoft, pourquoi? Parce qu'ils ont annoncé lancer plein de produits dans le métavers, et puis c'est des leaders tout simplement sur l'informatique, sur les applications, sur les serveurs, etc. Donc forcément, tout cet écosystème-là a besoin de tout ça. Nvidia, parce que c'est des leaders en puces informatiques, en matériel informatique, cartes graphiques, etc., etc. Et tout cet écosystème a énormément besoin de tout ça et de puissance de calcul. Amazon, parce que c'est le leader mondial du e-commerce et qu'ils ont annoncé commencer à racheter peut-être des concurrents pour mettre en place des choses ou faire des recherches internes pour mettre en place des choses dans divers métavers, des sortes de Amazon Mall, tu vois, des genres de Amazon Land où tu pourrais acheter des trucs dans les métavers. Peut-être, alors est-ce que tu te ferais livrer physiquement ou est-ce que ça serait que des produits dématérialisés NFT, on ne sait pas, mais en tout cas ils ont fait ces annonces-là. Donc ça c'est les plus gros. Facebook, Microsoft, Nvidia, Amazon. Cette quadruplette-là, bon, voilà, le risque est quand même bien limité. Alors, je reste exposé à des actions, mais le risque est bien limité. On augmente encore un peu le risque tout en restant dans la même catégorie. On a Shopify, qui a annoncé également vouloir lancer une plateforme de NFT, qui a racheté une boîte de VR et qui commence, pareil, à de plus en plus déclarer qu'elle veut mettre un pied dans les métavers, la VR, les NFT, etc. Et puis, c'est des leaders du e-commerce. Donc, du côté SaaS cette fois-ci, mais ils ont un modèle économique qui est intéressant avec de l'ARR, etc. Par contre, boîte plus jeune, valorisation plus importante. Donc quand même, niveau de risque supérieur pour moi. Ensuite, niveau de risque encore un petit peu supérieur, on a Autodesk. Autodesk, ils font du design 3D de bâtiments, etc. Et c'est très utilisé et ça va être de plus en plus utilisé dans les métavers si jamais ça continue et ça continue à prendre parce que il va falloir faire des bâtiments en 3D de partout pour pouvoir se réunir, etc., etc. Donc forcément, il y a des ponts qui sont très simples. Ensuite, on a Unity, qui fait du software design pour du 3D, etc. et qui colle très très bien avec les métavers. Ils ont un modèle SaaS à abonnement, etc. et ils vendent déjà des produits à plein de, que ce soit studio de production de jeux vidéo ou métavers, justement, pour tous les moteurs graphiques, etc. autour de tout ça. On a également encore peut-être le niveau de risque au-dessus. On arrive dans le plus spéculatif sur la partie action. On a Matterport, qui est une boîte américaine qui fait des visites virtuelles en 3D. Au départ, ils faisaient ça pour l'immobilier, pour faire des visites virtuelles, et ça a explosé de plus en plus avec le corona, parce que forcément, les gens ne pouvaient pas trop se déplacer pour visiter, etc. Et puis, les métavers arrivant, prenant de l'ampleur, ils ont de plus en plus de contacts et de clients dans les métavers pour utiliser leur moteur de visite virtuelle et leur technicité, leur savoir-faire pour l'appliquer au métavers. Et on a Roblox, on en a parlé juste avant, qui est la fameuse plateforme de jeux, codage facile, etc., avec énormément d'utilisateurs aujourd'hui, parce que j'ai oublié de te préciser le nombre d'utilisateurs de Roblox, c'est le level 1, c'est le level max de tout ce qu'on a vu avant. Hein. Roblox, alors voilà, plus de 10 ans d'existence, mais on parle là... les chiffres, voilà, j'ai pas de chiffres après avril 2021, mais bon, tu m'excuseras, on était déjà à 202 millions d'utilisateurs. Donc, c'est gros. Ils ont fait leur introduction en bourse l'an dernier. T'as vu la courbe, hein, je te la remets, hein, elle est débile. Donc, il y a un vrai timing. Est-ce que le timing, c'est maintenant? Je sais pas, mais voilà, attention. Hein, c'est la courbe verte ici. Tiens, je t'enlève les autres. Tac, c'est une crypto, le truc. Hein, donc, voilà. Il y a eu un décollage là qui s'est fait. Pour moi, c'était intelligent de rentrer par là. D'ailleurs, je sais plus si c'était un live ou une vidéo YouTube, j'en avais déjà parlé. Je voulais rentrer sur Roblox, j'avais raté le départ, c'était vertical, j'étais pas rentré. Je m'en étais un peu mordu les doigts parce que je ne serais pas resté pour les festivités. Bon, là, tu vois, le soufflet est en train de redescendre. Hein. On est parti de tout là-bas, on est monté tout là-haut, et puis boum, on a perdu plus de 50% depuis. Donc attention au timing, attention à suivre un petit peu ce qui se passe, à pas juste rentrer, on en a parlé un petit peu hier, on en reparlera peut-être sur la méthodologie de je décide d'entrer ou pas. Parce que souvent, l'investisseur débutant, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une action, une crypto, peu importe,
il fait quelques recherches, il est convaincu. Par exemple, Roblox. Il dit « Ok, je veux investir ». Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'une somme, allez, pouf, et il appuie. Il regarde pas trop le timing, il regarde pas trop le comportement du stock ou de la crypto, il regarde pas trop le futur. Il fait beaucoup de recherches en fait. Souvent on prend, et ça c'est une erreur vraiment fondamentale, et elle est dure à corriger quand on n'a pas de méthodologie, c'est que on prend des critères qui regardent dans le passé, c'est-à-dire qu'on va lire des articles qui nous parlent du passé, on va regarder des bilans financiers qui nous parlent du passé, on va regarder des indicateurs qui nous parlent du passé, jusqu'à regarder les prix qui ne nous parlent pas du passé, mais qui nous parlent du moment présent. Mais on ne se focalise pas assez sur le futur. Et c'est ce que font les bons investisseurs sur les marchés financiers, tu sais qu'ils sont toujours en train d'anticiper. À anticiper les prochains résultats, à anticiper les prochains bénéfices, à anticiper les prochains rachats, les prochains brevets, etc., etc. Donc de switcher les choses et de dire, ok, quand j'ai pris ma décision de peut-être investir, je commence à être très chaud, l'étape d'après, c'est pas de décider combien j'investis, c'est de décider où est-ce que ça va. Et c'est pas l'analyse technique de tracer 3 graphiques, de dire ça va rebondir qui va te dire où est-ce que ça va. Ce qui va te dire où est-ce que ça va, c'est de voir ce qui va se passer au niveau business. Alors c'est assez simple, on va mettre des guillemets parce que c'est quand même une discipline à part entière, mais c'est assez simple à faire avec des actions comparativement aux cryptos. Parce qu'aux cryptos, dans les cryptos, les boîtes sont pas cotées, on a des projets au petit bonheur la chance, et puis il n'y a personne pour mettre de la régulation autour de tout ça, donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, petite parenthèse, toujours bon de remettre un peu de méthodologie au milieu. Donc, voilà pour les actions. Je récapitule: Facebook, Microsoft, Nvidia, Amazon, Shopify, Autodesk, Unity, Matterport, Roblox, qui sont les principales. Maintenant, peut-être que tu vas me dire, moi Yann, c'est un peu chiant ce que tu me dis, j'ai envie de pas trop galérer. Alors, il y a un ETF qui permet de s'exposer sans trop s'emmerder, puisque c'est le principe d'un ETF, à ce milieu-là. Le voici. C'est le Roundhill Ball Metaverse ETF. Le ticker, c'est Meta. Donc c'est relativement simple à trouver. Et lui, il est relativement gros, hein, donc c'est bien un premier réflexe quand on regarde un ETF. Quand il est en tout début de collecte ou qu'il est un peu petit, ça peut faire un peu peur. Bon là, on arrive à 1 milliard sous gestion, donc c'est pas encore massif, mais ça commence à être un petit peu plus sécuritaire. Donc 1 milliard sous gestion. Voilà. Simple, facile, boum. Mais tu vas me dire, mais il y a quoi là-dedans? À quoi il est exposé? Alors, je t'ai affiché, je t'ai fait là, on a les 33 premiers holdings. Il y a 46 positions à l'intérieur. Il n'y a que les 33 premières ici qui sont les plus grosses, mais tu m'en voudras pas. De toute façon, toutes ces infos-là, tu peux les trouver sur tous les sites les plus connus. À chaque fois, on me dit, Yann, comment tu fais tes courbes? Qu'est-ce que tu utilises, etc. Les outils, ça veut rien dire. Hein. C'est-à-dire que n'importe quelle info, c'est trouvable en 2 secondes sur Google. Tu tapes ETF, Meta, holding, composition, position détenue, etc. Tu vas sur Yahoo Finance, tu le trouves en 2 secondes. Hein. Mais bref, donc voici. Donc c'est marrant parce que, enfin non, c'est pas marrant, c'est normal. On retrouve pas mal de boîtes dont on a parlé. Donc il y a Meta, donc le Facebook, il y a Nvidia, Microsoft, il y a Roblox, il y a Unity, il y a Snap, Taiwan Semiconductor, il y a Apple. J'ai fait un petit peu l'impasse sur Apple parce qu'ils ont fait un petit peu moins de déclarations dans ce sens-là. Il y a Amazon, Autodesk, etc., etc. Tu t'amuseras. Donc il y a 2 façons finalement de voir les choses maintenant. C'est de se dire, ok, si je décide d'investir, je fais mes propres recherches, etc. C'est pas envoyer une vidéo en 2 secondes que je décide d'envoyer 30 000 balles. Hein, voilà. J'aime bien Darwin, hein, tonton Darwin, mais quand même, je pète la gueule du pouce bleu de façon impair, mais je fais un petit peu plus de recherche. Maintenant, il y a 2 possibilités là, si je décide. C'est de se dire, ok, soit j'achète les actions unitaires, celles dont on a parlé ou d'autres, soit j'achète l'ETF. Mais le problème de l'ETF, enfin le problème de tous les ETF, hein, pas que de celui-là, hein, c'est qu'il y a des frais. Sur celui-là, on est à, tu vois, expense ratio tout en bas à droite, 0,750, donc 0,75%. Donc c'est pas des frais qui sont fous et impossibles, mais finalement, c'est le coût de la tranquillité. C'est-à-dire que si je veux DCA sur cet ETF, ou l'acheter ou le vendre, j'achète, je vends l'ETF, je DCA l'ETF un peu tous les mois, etc., je rentre, je sors. Bah oui, lui, il détient 46 positions, moi, en un ordre de bourse, je fais 46 positions. Donc à mettre en balance aussi avec les frais que peuvent me coûter un ordre, etc. Parce que parfois on dit, ah oui, mais cet ETF il coûte cher, mais attention, parce que si je dois passer 46 ordres, finalement, parfois c'est aussi cher. Ou alors, je peux aussi vouloir faire un petit peu de stock picking au milieu de cet ETF, c'est-à-dire que je vais dans les holdings comme ça, et puis je m'amuse
à aller regarder tout un petit peu. Puis je vais lire, faire quelques recherches, et puis peut-être que j'en ai déjà qui sont en watchlist, etc. Et puis je me dis, tiens, bah celle-là je la connaissais pas, tiens, Roblox, bah tiens, je connaissais pas Roblox, boum, je vais chercher, je tape sur Google Roblox, et puis j'arrive sur le site de Roblox, et puis je commence à lire un petit peu, etc. Puis tiens, bah oui, la boîte elle est cotée, ah bah il y a des bilans, etc. etc. C'est ça l'investissement, hein, c'est beaucoup de recherche. Et ça peut me donner des idées, et puis comme ça je peux me faire ma propre allocation métavers, en bourse, avec un système d'ETF, de portefeuille, de sous-portefeuille, de secteurs en fait, que je me ferai moi-même. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose à creuser. Moi, tu connais ma vision, si je dois m'exposer, numéro 1, c'est le timing, et ensuite, ce sera sur les 2 dernières solutions dont on a parlé, donc éventuellement les cryptos qui sont adossés, mais plutôt les boîtes cotées qui elles-mêmes sont exposées, ce qui fait que je ne suis pas bloqué avec le métavers si jamais ça se passe pas forcément bien. Surtout que tout ça n'est pas fini. A few moments later. Car tout ça n'est pas tout rose. Hé hé, effets spéciaux, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un Oculus Quest. Ça, c'est ce que tu peux acheter de plus récent, aujourd'hui, janvier 2022, de plus miniaturisé, de plus simple, de plus facile. Hein. Il y a des trucs qui sont plus puissants, il y a des trucs qui marchent mieux, mais ils sont connectés à un ordi, etc. Celui-là, il est portable, hop, tu le recharges, boum, t'es libre, tu le mets sur ta tête, c'est parti. Donc c'est simple, etc. C'est Facebook qui fait ça, enfin c'est Oculus qui a été racheté par Facebook, enfin pardon, pas Facebook, Meta, j'y arriverai jamais. Et c'est censé être ce qui nous permet d'être dans Ready Player One. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis un geek, j'adore ça, c'est absolument génial, c'est super, c'est une révolution, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les années qui viennent. Sauf que là, aujourd'hui, 2022, je suis désolé, on est très loin du métavers et de la réalité augmentée. Tu portes ça, une fois sur deux, ça te file la gerbe, une fois sur deux, ça te fait des traces, c'est fatigant, c'est lourd, ça fait mal à la nuque, il y a assez peu d'autonomie en batterie, etc. etc. Donc, on n'est pas encore au niveau de révolution qui arrivera peut-être plus tard, notamment avec Google qui, par exemple, relance ces fameuses Google Glass où on se disait putain on va tous avoir des Google Glass et puis on va être dans des réalités augmentées machin et puis hop ça va nous dire combien il pèse le mec, quelle est sa taille et puis hop je fais une recherche, boum ça s'affiche sur... Ils ont relancé ce truc. Ils l'avaient oublié, ils l'ont relancé justement grâce à la mouvance qui est en ce moment autour des métavers en disant voilà s'il faut qu'il se passe un truc, ça va pas se passer avec des bordels comme ça, c'est pas possible. Tu vois, ok, demain, dans le futur, tu me dis, je vais avoir un tout petit truc stylé comme dans Ready Player One, ou un petit, voilà, ou alors une puce dans le cerveau, ou alors une lentille de contact, ou alors quelque chose de très simple, facile, portable, etc. Je te dis oui. Mais tant qu'on en est à ce stade-là, ça reste quand même vachement beaucoup de contraintes. D'ailleurs, ils chantent le truc. Donc, pour moi, on est au début de quelque chose. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'on va se diriger vraiment vers un ou des métavers, comme on nous les décrit aujourd'hui dans la presse depuis pas longtemps, hein, depuis octobre dernier, où ça y est, c'est la révolution, on va tous bientôt vivre dans un métavers et bientôt arrête ce que tu fais parce que tu auras un travail dans le métavers, tu n'auras même plus besoin de te lever. Est-ce que ça va être ça? Possible, mais si c'est ça, c'est pas maintenant, c'est dans minimum 10 ans, pour moi. Est-ce que ça va bifurquer vers que des jeux? Ou que des applications sociales, peut-être que les réseaux sociaux, demain, aujourd'hui, on est en train de scroller, etc. Peut-être que ça va se passer là-dedans, et puis on pourra se parler, et puis on pourra se projeter des photos, etc. Pourquoi pas? Est-ce qu'on va aller vers le côté réseau social? Est-ce qu'on va aller vers le côté uniquement professionnel? Est-ce qu'on va aller vers le côté uniquement éducation? Est-ce que demain, au lieu d'être en 2D à moitié sur ton écran, je serai peut-être avec toi là-dedans? Je sais pas. Ou peut-être un mix de tout ça. Et ce qui est sûr, c'est que il ne faut pas confondre la hype actuelle. Toi, ça serait simple pour moi de te dire investis là-dedans, c'est la folie, les métavers, tout le monde en parle, hop, j'ai un truc d'affiliation et puis je récupère je sais pas combien. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on soit des investisseurs intelligents, chevronnés, qu'on avance ensemble parce que je suis là avec toi à long terme et pas à court terme. Et donc, j'ai pas envie qu'on se plante, j'ai pas envie qu'on fasse des all-in un petit peu bêtes. Donc, je crois énormément à ces technologies-là. J'adore, je suis le premier à acheter. J'y suis d'avant, j'y suis là, je les ai tous. Je suis le premier à y croire et à soutenir. Mais attention de raison garder, je parle comme les vieux. Et souvent, c'est un adage qu'il y a notamment en bourse, quand tu vois le truc dans la presse de partout, qu'il y a de la hype, que ça passe au journal télé, c'est que soit il est trop tard, soit il n'est pas forcément trop tard si tu regardes à 10 ans, à 20 ans, mais en tout cas, tu es dans un pic, tu es dans une bulle, et il va falloir que
Enfin, il y a du chemin encore avant que. Ok ? Mais après, tout est aussi à mettre en balance avec ton horizon d'investissement. Parce que si tu me dis, moi c'est toujours pareil, si tu me dis, ok, je m'expose au métavers avec 1% de mon patrimoine parce que j'y crois à fond, etc., et je suis là pour 20 ans et j'investis maintenant, ça s'entend aussi. Moi, je sais que l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Est-ce que j'ai envie de bloquer de l'argent ? Je suis toujours réfractaire à bloquer de l'argent 5 ans, 10 ans, et puis de dire, ah, ok, je m'en fous d'un bear market, je suis là à long terme. Je trouve que c'est pas bien utiliser l'argent. L'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. C'est pas bien l'utiliser, c'est mal l'utiliser, et mal utiliser l'argent et prendre l'habitude et s'autoriser à mal utiliser l'argent, c'est être un mauvais investisseur, tout simplement. Voilà ma vision. Je suis complètement ouvert à des visions contraires, à la tienne, etc. Je parle même pas et je rentre même pas dans le sujet des régulateurs, parce que quand on me dit oui, mais demain on pourra travailler dans les métaverses, etc. Ouais, d'accord, mais quel pays régule ça ? Comment ? Déjà que les cryptos c'est le Far West. Comment ils taxent ça ? D'ailleurs, on en entend déjà parler là avec quelques Philippins ou quelques personnes. Combien de gens gagnent vraiment leur vie avec les métavers là autour du monde ? Je sais pas, 1000, 5000, 10 000 grand maximum. On entend déjà parler des régulateurs et des taxes dans plein de pays, et du fisc dans plein de pays qui dit oui mais attendez, c'est bien, mais nous comment on fait ? Donc, à toi de voir. Ce sera tout simplement la conclusion de cette vidéo. L'avenir c'est nous. Ciao !